Willa Emerson piqua sa fourchette dans un morceau de poulet sec tandis que le mariage autour d'elle explosait de rire, de verres qui s'entrechoquent et d'acclamations alimentées au champagne. Elle était assise seule à la table neuve, juste à côté de la piste de danse, invisible dans une mer de paillettes et de satin. Le pire dans tout ça, elle ne connaissait même pas bien les mariés. Sa colocataire l'avait traînée ici à la dernière minute comme son plus saint, puis avait promptement disparu avec le témoin. Maintenant, Willa était coincée dans une robe qu'elle n'aimait même pas, sirotant son deuxième verre de vin, essayant de ne pas avoir l'air de la seule célibataire de l'établissement. Au moment où elle tendit la main vers la corbeille à pain, une voix à côté d'elle la figea. « Cette place est prise. » Elle leva les yeux et le vit. Grand, des épaules larges enveloppées dans un smoking parfaitement taillé, des cheveux châtains foncés tombant juste au-dessus de ses yeux. Des yeux qui étaient un mélange insensé de vert et d'or, encadrés par des cils épais qui étaient injustes pour un homme. « Non, dit-elle trop vite. Allez-y. » L'homme tira la chaise et s'assit à côté d'elle comme s'il était à sa place, comme si cette table n'était pas clairement destinée aux invités de dernière minute dont personne ne savait quoi faire. « Je suis Nash Donovan, témoin, et j'essaie d'échapper à une tante trop affectueuse qui n'arrête pas de me pincer les joues en me disant que j'étais joufflu. » Willa laissa échapper un rire. « Willa Emerson, pas témoin. Et j'évite le fait que je ne connais personne ici, sauf la fille qui m'a lâché pour un gars en gilet. » Il sourit. On dirait qu'on est dans le même bateau. Elle cligna des yeux. Nash Donovan, le nom lui disait quelque chose. Peut-être était-il quelqu'un d'important. Alors, Willa Emerson, dit-il en se tournant vers elle, son genou effleurant accidentellement le sien sous la table. Chaud, solide. Comment connaissez-vous les heureux mariés? Je ne les connais pas. La cousine de ma colocataire est la mariée. Elle m'a fait entrer à la dernière minute. Une incrusteuse, la taquina-t-il. Une incrusteuse involontaire. Je suis juste là pour le gâteau. Cela le fit rire et elle ne put s'empêcher de sourire. Il avait un de ces rires rares, authentiques, le genre qui vous donnait l'impression qu'il ne feignait rien. Alors que la musique reprenait, les couples se dirigèrent vers la piste de danse. Nash ne bougea pas. Au lieu de cela, il se pencha légèrement, la voix basse. « Vous ne me donnez pas vraiment l'impression d'être quelqu'un qui aime rester sur la touche. » Willa haussa un sourcil. « Vous ne me connaissez pas. C'est vrai, mais j'aimerais bien. » Elle cligna des yeux. « Vous êtes très direct. C'est une mauvaise chose. » « Non, dit-elle lentement. C'est juste rare. » Le DJ annonça le lancer du bouquet. « Willa Gumit Interurmet. »« Vous voulez prendre l'air » demanda Nash, se levant déjà. Elle hésita une seconde puis se leva. « Oui, s'il vous plaît. » Ils sortirent sur la terrasse, l'air nocturne frais contre sa peau. Des guirlandes lumineuses longeaient la balustrade, jetant une douce lueur dorée. En dessous d'eux, la ville scintillait. « C'est beaucoup mieux, » dit-elle en expirant. Nash s'appuya sur la balustrade à côté d'elle. « Vous aviez l'air un peu triste quand je vous ai vu pour la première fois. » Elle cligna des yeux. « C'est direct. Je remarque les choses, » dit-il en haussant les épaules. « Eh bien, je n'étais pas triste, juste lassé. » « Lassé de quoi? » « De ce genre de choses. Les gens qui prétendent que tout est parfait. Tout le monde en couple comme si cela signifiait qu'ils réussissent mieux dans la vie. C'est pour ça que vous étiez assise seule. » Elle marqua une pause. « Honnêtement, je ne voulais déranger personne. J'ai appris qu'il est plus simple de rester dans son coin. » Il la regarda longuement, une expression indéchiffrable sur son visage. « C'est n'importe quoi. » Elle rit. « Quoi? Je ne sais pas qui vous a convaincu que vous dérangez, mais ils avaient tort. » Willa détourna le regard, déglutissant. « Vous ne me connaissez pas. »« Pas encore, » dit-il en la regardant. « Mais j'aimerais bien. » La façon dont il le dit, sans aucune pression, sans essayer d'être charmant, fit bouger quelque chose dans sa poitrine. « Vous êtes intense, » dit-elle doucement. « Seulement quand je suis sincère. » Ils restèrent en silence un moment. La musique de l'intérieur filtrait doucement, avec des rires et des tintements de verre en arrière-plan. Elle se tourna vers lui. « Alors, quelle est votre histoire, Nash Donovan? Vous n'avez pas l'air d'être du genre à traîner seul au mariage non plus. » Il eut un sourire en coin. Non, pas un sourire en coin, un vrai sourire, mais le genre de sourire qui disait qu'il choisissait ses mots avec soin. « Je suis ici parce que le marié est mon meilleur ami d'université. Je prends l'avion, j'enfile le smoking, je porte un toast, je souris pour les photos. Puis je disparais. » Disparaître ou
Il hésita une seconde, puis dit, à New York. Je dirige quelques entreprises là-bas. Oh, dit-elle en clignant des yeux. Donc vous avez du succès. Il rit, mais n'en dit pas plus. Yemed Browil. Elle plissa les yeux. Vous cachez définitivement quelque chose. Je ne cache rien, dit-il simplement. Je préfère simplement montrer aux gens qui je suis avant qu'ils ne me cherchent sur Google. Elle le fixa. D'accord, maintenant je meurs d'envie de vous chercher sur Google. Ne le faites pas, dit-il, et il souriait, mais il y avait quelque chose de sérieux dans son ton aussi. Juste, laissez-moi être Nash pour le moment. D'accord, dit-elle. Nash, donc. Ils restèrent là un peu plus longtemps, plus proches qu'avant. Son épaule effleura son bras et aucun d'eux ne s'écarta. Vous voulez danser? Demanda-t-il soudainement. Elle cligna des yeux. Maintenant? Pourquoi pas? Je ne sais pas, je ne suis pas une très bonne danseuse. Moi? Si, dit-il en lui tendant la main. Elle la fixa une seconde, puis glissa sa main dans la sienne. Il la guida à l'intérieur, se faufilant à travers la foule jusqu'à ce qu'il soit sur la piste de danse. La musique avait ralenti, et alors qu'il la serrait contre lui, Willa sentit son souffle se couper. Il n'était pas seulement beau, il n'était pas seulement charmant. Il y avait autre chose dans la façon dont il la tenait, dans la façon dont sa main se posa doucement sur sa taille, comme si elle y avait toujours appartenu. « Vous êtes plein de surprises, Nash. Vous n'avez pas idée, murmura-t-il. Et à cet instant, Willa oublia qu'elle était venue à ce mariage seule, car soudain, elle ne l'était plus. Willa ajusta la bride de ses chaussures en entrant dans le grand hall de l'hôtel au sol de marbre, clignant des yeux face à la luminosité soudaine. Le mariage commençait à se terminer, et elle avait dit un rapide au revoir à la cousine de la mariée, qui se souvenait à peine de l'avoir invitée. Maintenant, la chaleur de l'air nocturne avait laissé place à un froid vif, et son application de VTC refusait de se charger. Elle regarda autour d'elle, se demandant si elle devait affronter la marche froide jusqu'à la route principale. Avant qu'elle ne puisse se décider, une voix familière l'arrêta. « Vous n'allez pas rentrer chez vous à pied avec ces talons, n'est-ce pas ?» Elle se tourna pour trouver Nash debout à côté d'une élégante voiture noire, une main nonchalamment posée sur la portière ouverte. La veste de son smoking était déboutonnée maintenant, révélant une chemise blanche impeccable et un nœud papillon desserré. Il avait l'air si naturel. « Ça dépend, » dit-elle en croisant les bras. « Vous m'offrez un trajet ou vous jugez simplement mes choix de vie. » Il ouvrit plus grand la portière passager. « Je vous offre. Le jugement viendra plus tard. » Willa hésita. « Vous ne savez même pas où j'habite. Donnez-moi une adresse. Je vous y emmènerai. » Elle s'approcha, cherchant sur son visage le moindre signe d'hésitation. Il n'y en avait aucun. « J'habite à West Chelsea. Je connais le quartier, dit-il. Montez. » L'intérieur de la voiture était trop propre, trop silencieux, pas même une odeur persistante d'eau de Cologne ou de fast-food, juste du cuir et du silence. Elle boucla sa ceinture, soudain consciente de leur proximité dans cet espace confiné. Nash quitta le trottoir en douceur, se fondant dans la lueur douce du trafic urbain. Après quelques pâtés de maison en silence, il parla. « Je ne vous imaginais pas vivre à Manhattan. »« Pourquoi pas ?» demanda-t-elle en haussant un sourcil. « Vous semblez être quelqu'un qui préférerait le calme, l'espace, peut-être une balancelle sur un porche. » Elle sourit. « Je prends ça comme un compliment. » C'en était un. Willa regarda par la fenêtre, observant la ville défiler en un flot. « Je loue un studio au-dessus d'une boulangerie. Ça sent les brioches à la cannelle le matin et le sucre brûlé le soir. On dirait le début d'un roman. Seulement si l'héroïne a des prêts étudiants et un chauffe-eau en panne. » Nash rit, mais elle n'insista pas. Le silence qui suivit était confortable jusqu'à ce qu'elle se tourne vers lui. « Que faites-vous vraiment, Nash ?» Il ne répondit pas tout de suite. La voiture ralentit à un feu rouge et ses mains se crispèrent légèrement sur le volant. « Je possède quelques entreprises, principalement dans la technologie et la logistique. » Elle l'étudia. « Vous avez dit ça comme si vous récitiez une liste de courses. J'ai découvert que, lorsque les gens connaissent les détails, ils commencent à vous traiter différemment. C'est pour ça que vous ne vouliez pas que je vous cherche sur Google. » Il la regarda, puis de nouveau la route. La plupart des gens entendent Donovan et font des suppositions. Les costumes, les gros titres, les bêtises de la liste Forbes. Ses yeux s'écarquillèrent. Attendez, comme dans... Oui, cette famille.
Elle se pencha en arrière contre le siège, expirant. Donc vous n'êtes pas seulement successful, vous êtes successful au niveau de Donovan Industries. Est-ce que ça change quelque chose? Je n'ai pas encore décidé, dit-elle honnêtement. Cela le fit la regarder à nouveau, cette fois avec quelque chose de plus doux dans les yeux. J'aime que vous soyez honnête. J'aime que vous n'ayez rien mentionné de tout ça la première fois que nous avons parlé. Est-ce que ça aurait eu de l'importance? Je pense que je me serais demandé si vous vous ennuyiez et si vous vous encanailliez avec la fille à la table des perdants. Il s'engagea dans une rue calme bordée de brownstone, puis se gara devant un immeuble en briques avec un escalier étroit menant à une porte verte. « C'est ici ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête. « Dernier étage. » Il ne fit aucun mouvement pour partir, mais il ne s'en alla pas non plus. Willa regarda ses mains. « Vous savez, je ne m'attendais pas à avoir une conversation décente ce soir, et encore moins une qui dure plus de 3 minutes. Je suppose que j'ai complètement ruiné vos faibles attentes. » Ils restèrent de nouveau en silence. Puis elle attrapa la poignée de la porte. « Merci pour le trajet, Willa. » Elle s'arrêta, les mains toujours sur la porte. « J'ai un dîner demain, dit-il. C'est ennuyeux, corporatif, et probablement rempli de gens qui parleront de rien pendant 2 heures. » Elle pencha la tête. « Ça a l'air passionnant. J'aimerais que tu viennes, pour que ce soit moins une punition. » Elle ne répondit pas tout de suite. Est-ce que c'est un de ces trucs où je vais me pointer et soudain tout le monde sera en haute couture et moi je serai là dans une robe de grand magasin? Il y aura une robe. Mon chauffeur peut l'apporter demain matin. Ta taille. Elle le fixa. Tu offres toujours des robes et des chauffeurs aux femmes après une seule danse. Non, dit-il. Juste à celle-ci. Elle rit une fois, mais le rire se coinça dans sa gorge. Tout est impossible. Seulement si tu dis non. Elle baissa les yeux sur ses genoux, puis le regarda de nouveau. D'accord. Mais si je déteste, tu me devras des brioches à la cannelle. Marché conclu. Elle ouvrit la porte et sortit. À mi-chemin des escaliers, elle se retourna pour le trouver qui la regardait encore. Elle lui fit un petit signe de la main, puis disparut à l'intérieur. Le lendemain matin, une housse à vêtements blanches était accrochée à sa porte, accompagnée d'une enveloppe pâle. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite, pour la seule femme au mariage qui ne prétendait pas être quelqu'un d'autre. Et en dessous, un nom, Nash. Willa Fixer, less letter fluids, look her batent. Ce n'était pas un dîner ordinaire, et Nash Donovan n'était pas un homme ordinaire. Le chauffeur arriva juste après midi, un homme plus âgé en costume gris ardoise, qui se présenta comme Marcus et lui tendit une petite boîte noire avec la housse. Willa se tenait pieds nus dans l'embrasure de la porte de son immeuble, serrant les objets comme si elle était entrée dans une autre vie par accident. À l'intérieur, elle posa la robe sur son lit et ouvrit la boîte. À l'intérieur, niché contre du velours, scintillait un délicat collier en or rose avec un seul diamant en forme de larme suspendu au centre. Elle le fixa longuement avant de refermer doucement le couvercle. Le soir venu, elle enfila la robe, une robe d'un indigo profond qui épousait sa taille et tombait en plis gracieux jusqu'à ses chevilles. L'encolure balayait sa clavicule, élégante sans être ostentatoire. Celui qui l'avait choisie l'avait comprise instantanément. Quand Marcus lui ouvrit la portière de la voiture, elle essaya d'agir comme si elle avait déjà fait ça. Mais dès qu'elle s'installa sur la banquette arrière, elle réalisa que l'intérieur n'avait rien à voir avec la voiture élégante de la veille. C'était un luxe réinventé, siège moelleux, éclairage d'ambiance, même une bouteille d'eau fraîche dans un porte-gobelet en cristal. L'immeuble devant lequel ils s'arrêtèrent était une forteresse moderne de verre et d'acier, située le long du fleuve, son entrée flanquée de hautes haies et d'un unique voiturier en gants. Elle sortit, le cœur battant, et fut immédiatement accueillie par Nash. Il portait un costume bleu marine taillé sur mesure cette fois, et alors que ses yeux la parcouraient, quelque chose dans son expression changea. « Tu as l'air d'amener des ennuis, » dit-il en lui offrant son bras. « Je visais légèrement impressionnante, » répondit-elle en glissant sa main dans la sienne. Il la guida à travers les portes, passa un hall d'entrée élégant, et entra dans un ascenseur privé. Tandis qu'il montait, il s'appuya contre le mur en miroir et la regarda. « Juste pour que tu sois préparé, » dit-il, « ce dîner ne me concerne pas. » Elle se tourna vers lui. « Alors, qui concerne-t-il ? » ?»« Ma sœur. Elle lance une nouvelle initiative dans le cadre de notre fondation. C'est une collecte de fonds, mais discrète, principalement des amis, des membres du conseil, quelques donateurs. » Willa cligna des yeux.
Et tu m'as amené parce que je ne voulais pas y aller seul, dit-il, puis il ajouta, et j'ai pensé que tu apprécierais de voir à quoi ressemble l'autre facette de ma vie. Les portes s'ouvrirent sur un pavillon sur le toit baigné d'une douce lumière dorée. Un quatuor à cordes jouait en arrière-plan tandis que des serveurs en noir transportaient des plateaux d'amuse-gueule et de champagne. La foule était discrète mais indéniablement riche, des gens qui portaient leur richesse comme une seconde peau. Nash la présenta à sa sœur, Lila, une femme aux cheveux lisses et aux yeux qui ne manquaient rien. Elle jeta un long regard à Willa puis sourit. « Elle me plaît, dit-elle à Nash avant de se tourner vers Willa. Si tu es ici de ton plein gré, tu es déjà plus courageuse que la plupart. » La soirée se déroula comme une scène d'un film auquel elle n'appartenait pas. Les gens lui demandaient d'où elle venait, toujours poliment, toujours avec une curiosité subtile. Mais Nash ne la quitta jamais. Il lui touchait légèrement le dos alors qu'il se déplaçait dans la foule. Il lui servit un verre de vin sans demander. Il lui chuchota un commentaire sec pendant le discours d'un donateur qui la fit renifler dans son verre. À un moment donné, elle s'éloigna jusqu'au bord de la terrasse. La ville s'étendait sous elle, scintillante et sans fin. Nash la rejoignit quelques minutes plus tard, tenant 2 petites assiettes de dessert. « J'ai sauvé les 2 dernières tartelettes au citron, » dit-il. « On va peut-être devoir se battre pour elles. » Elle en prit une et y mordit, les yeux écarquillés. « C'est ridicule. Je sais. Ma sœur sélectionne les chefs pâtissiers comme la plupart des gens collectionnent les tasses. » Willa s'appuya sur la balustrade, léchant un peu de glaçage sur son pouce. « C'est donc le monde dans lequel tu vis. » « Une partie, dit-il. L'autre partie, c'est juste moi, à moitié endormi sur un canapé à 2 heures du matin, essayant de convaincre un conseil d'administration de ne pas imploser. » Elle se tourna. « Pourquoi m'as-tu vraiment amené ?» Il hésita, puis la regarda sans ciller. « Parce que je ne veux pas être un de ces hommes qui ne se montrent avec quelqu'un que lorsque c'est pratique. Je voulais que tu vois cette facette de ma vie, le bon, l'absurde, tout. » Willa pencha la tête. « Pourquoi moi ? » Parce que j'ai rencontré une centaine de personnes la semaine dernière, et je ne me souvenais d'aucun nom. Puis je me suis assis à côté de toi, et soudain, je ne pouvais plus penser à rien d'autre. Elle détourna le regard, la gorge serrée. « Je n'ai pas ma place ici, dit-elle doucement. Je ne suis pas comme ces gens. »« Je sais, dit-il. C'est tout l'intérêt. » Il toucha doucement sa main, et elle ne la retira pas. Le vent tira une mèche de ses cheveux, et il la repoussa sans réfléchir. « Je n'essaie pas de t'impressionner, dit-il. J'essaie d'être honnête. Tu penses que je vais être effrayé. Je pense, dit-il, la voix basse, que tu es assez intelligente pour ne pas tomber amoureuse de quelqu'un qui ne te veut que quand c'est facile. Elle leva les yeux vers lui, le regarda vraiment et vit la tension dans sa mâchoire, l'hésitation sous le charme. Je n'ai pas peur, dit-elle, mais je ne vais pas prétendre que tout ça ne va pas vite. Ça va vite, dit-il, mais ça ne veut pas dire que c'est mal. Avant qu'elle ne puisse répondre, un petit fracas les interrompit. Un plateau était tombé à proximité et un serveur s'agenouilla pour ramasser les éclats de verre. Nash s'avança pour aider instinctivement avant qu'un membre du personnel ne lui fasse signe de s'éloigner. Quand il se retourna, Willa le regardait. « Tu fais toujours ça ?» demanda-t-elle. « Quoi ? Intervenir, arranger les choses. » Il hésita. « Quelqu'un doit bien le faire. » Elle l'étudia. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. Toi non plus. » La soirée toucha à sa fin et la foule commença à se disperser. Nash l'aida à monter dans la voiture à nouveau et cette fois, quand elle le regarda, il ne détourna pas les yeux. « Je veux te revoir, » dit-il. « Tu me vois déjà. » Il sourit. « Je veux dire, au-delà de ça. Je veux savoir qui tu es quand tu n'es pas dans une robe que j'ai fait livrer. J'habite au-dessus d'une boulangerie. J'enseigne la théorie musicale à des enfants qui préféreraient être n'importe où ailleurs. Je mange des céréales pour le dîner plus souvent que je ne le devrais. » Il se pencha plus près. « C'est exactement ce que je veux savoir. » Elle le fixa, le pouls battant. « Je ne veux pas d'un fantasme, » dit-elle. « Je veux quelque chose de réel. » « Alors arrêtons de faire semblant, » dit-il. « Et commençons par là. » La voiture glissa dans la nuit, la ville se déployant autour d'eux, et Willa réalisa quelque chose de terrifiant et de merveilleux à la fois. Elle n'était plus seule, et peut-être, juste peut-être, elle ne voulait plus l'être. La pluie rendait le trottoir glissant devant la boulangerie alors que Willa fermait la porte à clé derrière elle, son tablier encore saupoudré de sucre glace, ses cheveux noués à la nuque.
C'était bien après la fermeture et le cliquetis des casseroles à l'arrière avait enfin cessé. Elle avait proposé d'aider à nettoyer après son service, ayant besoin de quelque chose pour occuper ses mains, quelque chose qui n'était pas pensé à Nash. 5 jours s'étaient écoulés depuis le dîner sur le toit. 5 jours depuis qu'il avait embrassé le coin de son poignet avant qu'elle ne sorte de la voiture et lui dise qu'il voulait du réel. Et puis, le silence. Pas d'appel, pas de visite, pas de mots enroulés autour d'une chaîne de collier. Rien. Elle n'avait rien imaginé de tout ça, elle le savait. La façon dont il la regardait, la façon dont sa voix ralentissait quand il disait son nom, tout avait été réel. Mais le silence qui avait suivi avait été réel aussi. Et plus assourdissant chaque jour qui passait. Alors qu'elle posait le pied sur le trottoir mouillé, son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle répondit avec prudence. « Allô? Ne raccroche pas. » Son souffle se coupa. « Nash, je suis dehors. » Elle se retourna. Un SUV noir était garé au bord du trottoir, ses phares éteints. La portière arrière s'ouvrit et il sortit. Pas de costume cette fois, juste un jean foncé et un pull anthracite, ses cheveux humides de pluie. « Tu as disparu pendant 5 jours, dit-elle alors qu'il s'approchait. J'ai pris l'avion pour Zurich le lendemain du dîner, dit-il. Je ne voulais pas. C'était une urgence du conseil d'administration. J'ai essayé d'appeler mais je n'avais pas ton numéro. Tu m'as envoyé un collier en diamant, dit-elle en croisant les bras, et tu n'as pas pensé à demander mon numéro. Il expira. J'ai été assez arrogant pour penser que je trouverais un autre moyen. J'ai essayé la boulangerie, ton ancienne colocataire, même Lila a demandé si j'avais enfin foiré quelque chose pour une fois. Willaloo fixa. Look her band. Pourquoi es-tu ici maintenant? Parce que 5 jours, c'était 4 de trop, dit-il. Je n'ai pas arrêté de penser à toi et je ne veux pas perdre une heure de plus à prétendre que c'est une relation sans lendemain. Elle hésita. Tu as dit que tu voulais du réel, mais le réel signifie la constance, ça signifie être présent. Je sais, et je ne l'ai pas été. C'est de ma faute. Sa voix baissa. Mais je suis là maintenant parce que j'ai besoin que tu saches que tu n'étais pas juste quelqu'un que j'ai amené à un dîner pour rendre la soirée plus facile. Tu as été la première personne que j'ai rencontrée depuis des années qui a fait que tout ça, il fit un vague geste vers l'horizon, ressemble à quelque chose que je voulais vraiment partager. Elle déglutit. Tu n'as pas simplement disparu, Nash. Tu m'as laissé me demander si j'avais tout imaginé. Je ne voulais pas disparaître, dit-il, mais je ne te demande pas de l'oublier. Je te demande de me laisser arranger les choses. Willa le regarda longtemps. Puis elle se mit sous le vent, à l'abri de la pluie, et lui fit signe d'entrer. Ils s'assirent à l'une des tables de bistrot, les lumières tamisées, l'odeur de cannelle flottant dans l'air. Tu sais, dit-elle, j'étais à moitié convaincu que tu n'étais qu'un autre type riche jouant à la sincérité. Alors je suppose que j'ai de la chance que tu ne sois pas le genre de femme qui croit aux demi-mesures. Il se pencha légèrement en avant, les coudes sur la table. J'ai passé la plupart de ma vie à prendre des décisions stratégiques, calculées. Cette relation, nous, a été la première chose qui m'a pris par surprise depuis longtemps. Je n'ai pas besoin de grands gestes, dit-elle. J'ai juste besoin de pouvoir te faire confiance, de savoir que quand tu dis quelque chose, tu le penses. Je ne suis pas venu avec un discours, oui là, juste une vérité. Il fouilla dans son manteau et en sortit un morceau de papier plié. Elle le prit avec précaution, le déplia. C'était un billet d'avion, allez simple, son nom imprimé en haut. Avant que tu ne paniques, écoute-moi, dit-il. Lila lance une nouvelle branche de notre fondation à Paris. C'est un programme d'éducation musicale. Nous avons besoin de quelqu'un d'intelligent, de sensé, quelqu'un qui sait comment enseigner la passion, pas seulement la théorie. Elle le fixa. Tu veux que j'aille à Paris? Je veux que tu diriges le programme. Et je veux y aller avec toi. Elle cligna des yeux. Tu quitterais tôt? Pas pour toujours. Mais pour l'instant. Oui. Willa se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. La pluie striait la vitre et la ville brillait, humide et dorée. Tu me demandes de construire quelque chose avec toi, dit-elle. Je te demande de commencer quelque chose, dit-il. Quelque chose d'honnête, quelque chose que ni l'un ni l'autre ne contrôle. Elle se retourna. Et si ça ne marche pas? Je suis prêt à parier que ça marchera, dit-il. Mais si ce n'est pas le cas, nous saurons que nous avons essayé pour quelque chose de réel. Elle traversa la pièce, s'arrêta devant lui. Je n'ai pas besoin de paris, dit-elle.
J'ai juste besoin de savoir que tu ne vas pas disparaître la prochaine fois que ton conseil d'administration appellera. Je ne le ferai pas, dit-il, pas sans que tu sois à côté de moi dans l'avion. Il fouilla à nouveau dans la poche de son manteau et en sortit une petite boîte en velours. Son soufflet s'écoupa. Je ne te demande pas en mariage, dit-il rapidement, l'ouvrant pour révéler une fine bague en or rose. Ce n'est pas ça. C'est une promesse. Que je suis là, que je veux ça, que je serai présent tous les jours. Elle la fixa, puis le regarda. Tu penses vraiment qu'on peut faire ça? Je pense qu'on a déjà commencé. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle tendait la main vers la bague. Quand il la glissa à son doigt, elle lui allait parfaitement. Tu devras me donner un préavis de 2 semaines, murmura-t-elle. Je te donnerai 10 ans si cela signifie que tu viendras avec moi. Elle se pencha alors, pressant son front contre le sien. La pluie tapotait doucement contre les fenêtres tandis que ses bras l'enveloppaient. Pour la première fois depuis des années, elle n'avait pas l'impression d'attendre que le coup près tombe. Elle se sentait stable, vue, et profondément, incroyablement aimée. Car d'une manière ou d'une autre, l'homme qui s'était assis à côté d'elle à une table de mariage où elle n'avait même pas sa place était devenu celui qui ne la laisserait plus jamais s'asseoir seule. Willa se tenait sur le balcon de l'appartement parisien, ses mains enroulées autour d'une tasse encore chaude du premier café du matin. La Seine scintillait en bas, sa surface captant la douce rougeur de l'aube. Une brise souleva l'ourlet de sa robe de chambre alors qu'elle regardait la ville s'éveiller, les toits dorés baignés de lumière. À l'intérieur, le bruit d'un tiroir qui s'ouvre et le doux tintement de couverts lui indiquèrent que Nash était déjà dans la cuisine. Elle se tourna lorsqu'il apparut dans l'embrasure de la porte, pieds nus, les cheveux en désordre, un verre de jus d'orange dans une main, 2 assiettes en équilibre dans l'autre. « Tu as préparé le petit déjeuner » demanda-t-elle. « J'essaie de maîtriser l'art du pain perdu » dit Nash, posant les assiettes sur la petite table près de la fenêtre. « Cette fournée est légèrement moins terrible que la précédente. » Elle le rejoignit, levant une fourchette. « Tu sais que nous habitons à côté d'une boulangerie qui fait des croissants parfaits et qui a une étoile Michelin. Mais il ne me regarde pas comme tu le fais quand je brûle des trucs, dit-il. Le désespoir n'est pas la même chose que l'admiration. » Il sourit, mais cette fois, c'était plus calme, plus posé. Ils étaient à Paris depuis près de 4 mois maintenant et le rythme entre eux était devenu quelque chose d'indéniablement solide. Willa dirigeait le programme artistique de la fondation depuis un conservatoire reconverti de l'autre côté de la ville, tandis que Nash partageait son temps entre la supervision des opérations internationales et les après-midi passés à l'aider à concevoir de nouveaux programmes pour les écoles sous-financées. Ils avaient loué l'appartement sur un coup de tête, un espace ensoleillé avec de hauts plafonds, une cheminée qui ne fonctionnait que quand elle en avait envie, et une vue sur le fleuve qui faisait de chaque matin une peinture. Ce n'était pas parfait, mais c'était le leur. Alors que Willa se versait une autre tasse de café, Nash regarda sa montre. « Lila arrive à 11 heures, dit-il. Elle apporte la liste finale des donateurs. Apparemment, quelqu'un du ministère de la Culture vient à la présentation de vendredi. Willa hocha la tête. Dis-lui que les enfants sont prêts. » Ils ont répété comme si quelque chose de grand était en jeu. « C'est le cas, » dit Nash, pliant une serviette à côté de son assiette. « Tu as construit quelque chose qui compte ici. » Elle le regarda, son visage s'adoucissant. « Nous l'avons fait. » Il tendit la main sur la table et prit la sienne. « Tu sais ce que j'ai réalisé l'autre jour. »« Quoi? Tu n'étais pas assise seule à une table une seule fois depuis que nous sommes arrivés. » Elle le fixa, silencieuse un long moment. « Je ne me suis pas sentie seule une seule fois depuis que nous avons quitté New York. » Plus tard dans l'après-midi, Willa traversa la salle de répétition, regardant les enfants s'entraîner avec concentration pour la présentation. La musique remplissait l'espace, un mélange de violoncelle et de piano, la pièce résonnant de sons et de possibilités. Elle s'arrêta à côté d'un de ses élèves, lui donnant une note sur la posture, puis recula alors que le groupe retrouvait son rythme. Quand la musique enfla puis retomba dans le silence, elle se tourna pour trouver Nash appuyé contre le chambranle de la porte. Il hocha la tête en direction de la pièce. « Ils sont différents maintenant, » dit-il. « Ils croient en eux. » Répondit-elle. « Ça change tout. » Le matin de la présentation, Willa se tenait en coulisses dans une robe noire longue jusqu'au sol, un presse-papier à la main, une oreillette crépitant des mises à jour en français et en anglais. Le lieu, un salon d'art historique près des Champs-Élysées, était bondé de diplomates, de donateurs et d'invités de marque, mais son attention était entièrement tournée vers les enfants.
Leur trac était palpable, mais leur talent était indéniable. Alors que le dernier groupe montait sur scène, Nash se plaça à côté d'elle. Elle ne le regarda pas, se contenta de parler doucement. S'ils réussissent ce dernier morceau, je te dois un dîner dans ce restaurant que tu aimes sur la rue Claire. S'ils ne le réussissent pas, je t'y emmènerai quand même. Quand la performance se termina, les applaudissements furent tonitruants. Willa cligna des yeux, émue. Elle traversa le couloir arrière vers la sortie de secours, ayant besoin d'un moment pour respirer. Nash la suivit, la rattrapant juste à l'extérieur. « Ça va. C'est juste que, expira-t-elle, je ne les ai jamais vus comme ça. On aurait dit qu'ils étaient à leur place. »« C'est toi qui leur as donné ça, » dit-il. Elle se tourna pour lui faire face. « Tu as rendu ça possible. » Il fouilla dans la poche de sa veste et en sortit lentement une petite boîte carrée. Le souffle de Willa se coupa. « Non, murmura-t-elle. Pas ici. » Il l'ouvrit quand même, révélant une bague, simple, élégante, un saphir entouré de minuscules diamants sertis dans de l'or rose. « Tu m'as dit que tu n'avais pas besoin de grands gestes, dit-il. Mais je voulais te le demander quand une Y attendait pas, quand ça ressemblait à la vie, pas à du théâtre. » Elle le fixa, figée. « Je ne veux pas d'une histoire parfaite, dit-il. Je veux tous les matins avec toi. Le pain grillé brûlé, les trains manqués, les longues nuits et la musique qui ne sonnent jamais tout à fait de la même manière. Je veux tout. » Elle cligna des yeux, les larmes menaçant de couler. « Tu l'as déjà, murmura-t-elle. Il s'avança, prit sa main et glissa la bague à son doigt. « Épouse-moi. Pas pour les gros titres, pas parce que nous nous intégrons dans la vie l'un de l'autre, mais parce que nous avons créé quelque chose de nouveau et que ça vaut la peine de se battre pour. » Elle lui jeta les bras autour du cou, enfouissant son visage dans son épaule. Oui. Quand ils se séparèrent, il l'embrassa, lentement, sûrement, le genre de baiser qui comblait toutes les distances. Les acclamations de l'intérieur filtraient faiblement, mais aucun d'eux ne se retourna. Quelques semaines plus tard, dans une chapelle baignée de soleil nichée dans les collines de Provence, ils se tenaient sous un dais de lavande et prononçaient leurs vœux. Pas de photographe, pas de presse. Juste Lila, les étudiants, et les quelques personnes qui avaient marché à leur côté quand tout était incertain. Willa portait une robe pâle qui ne scintillait que lorsque la lumière la frappait juste comme il faut. Nash ne portait pas de cravate. Il lui promit une vie d'honnêteté, de présence, d'être la même quand c'était difficile. Elle lui promit le courage, le rire et le genre d'amour qui grandit avec le temps, pas malgré lui. Alors qu'il descendait là les mains dans la main, le vent se leva légèrement, attrapant l'ourlet de sa robe. Elle se pencha contre lui et il déposa un baiser sur sa tempe. Ils ne se pressèrent pas. Ils n'y en avaient pas besoin. La route devant eux était la leur, et cette fois, ils étaient déjà à la maison.